Bonjour. Merci de nous accueillir dans votre bureau, dans vos infrastructures, à quelques mètres seulement du stade Diochon, qui accueillera du coup ce vendredi le derby rouennais contre le voisin du FCR. C'est quoi un petit peu l'état d'esprit qui vous anime à la veille de ce rendez-vous? Écoutez, c'est un match à enjeu qui dépasse largement un match, l'enjeu d'un match habituel parce qu'il y a ce côté ferveur et enjeu que chacun a envie de défendre sur le résultat. Après, j'espère que ce sera une belle fête. Et puis ça vaut 3 points comme le match qu'on a joué et perdu contre Nancy, par exemple, ou celui qu'on a gagné contre Valenciennes. Est-ce que c'est un bon match à jouer, j'ai envie de dire? Ah oui, moi je pense que c'est un bon match à jouer parce que un stade plein, grâce à la ferveur des Rouennais, on joue à l'extérieur pour nous. Donc on aura, j'espère, cette ferveur sur le match retour. Mais ce sont forcément des beaux matchs à jouer. D'accord. Est-ce qu'il y a malgré tout une petite crainte par rapport à la sécurité? On voyait dans la semaine qui a précédé le match la préfecture de Seine-Maritime qui a posé un arrêt pour encadrer la présence des supporters de QRM. Dans ce même arrêt, il y a votre nom qui est mentionné. Est-ce que vous le craignez un petit peu ou vous faites confiance, on va dire, au Non, moi service je, de sécurité de l'État et de l'organisateur pour Oui, que ça mais fonctionne? même au-delà, je fais confiance aussi au public et aux supporters adverses. Après, je pense qu'à l'intérieur du stade, ça va être une fête et que les Rouennais vont pousser leur équipe. Si j'ai une plus grande inquiétude, c'est plutôt sur l'extérieur, sur l'avant-match, peut-être sur l'après-match, parce qu'il y a déjà eu, mais je pense que tout le monde doit rentrer. Et puis les messages que j'ai entendus de part et d'autre étaient plutôt des messages apaisants. Donc j'espère que ça se passera bien. On rappelle quand même, c'est la particularité de la ville de Rouen d'avoir deux clubs qui évoluent, on va dire, à haut niveau, car quand on joue en national, en troisième division, c'est à haut niveau. C'est une chose rare, car en France, à l'exception du bassin parisien, euh, ça n'existe pas, tout simplement. Et c'est même pas culturel en France. En général, on n'a qu'un seul club dans les villes. Et c'est la Absolument. première fois, du coup, depuis 2015, et l'apparition de l'entité QRM, donc née du rapprochement du FCR et du SQ à l'époque, que les deux clubs évoluent dans la même division. Donc c'est vraiment un rendez-vous à part. Il y avait eu une confrontation en Coupe de France, je crois en 2021, mais les deux Pendant la clubs, période Covid. pendant la période Covid, mais les deux clubs n'évoluaient pas dans la même division. Donc là, c'est vraiment Et on avait joué à l'époque en huis clos. oui, donc ça n'a strictement rien à voir avec ce qui s'est passé vendredi. Et tant Absolument. mieux d'ailleurs, parce que n'étais pas très fan de cette période-là. C'est vraiment un rendez-vous quand même marquant, même pour les deux clubs, que ce soit pour QRM et pour FCR, cette première confrontation contre le voisin. Oui, oui, c'est pour ça que ça donne du piment, qu'il y a de l'enjeu. Au-delà des points, c'est un peu la hiérarchie locale qui se joue. En plus, on est au même nombre de points à l'heure actuelle, avec un match de moins que le FC Rouen. Donc, forcément, ça pimente. On est très loin des OL Saint-Étienne ou des OM Paris Saint-Germain, mais ça donne du piment. Et je dis, j'espère en ce sens que ça restera une fête, parce que c'est le football qui doit prévaloir. Mettre 8000 personnes dans un stade pour une rencontre comme ça, il ne faut pas que ce soit sous tension, il ne faut pas que ce soit avec des gros incidents. Il faut que tout le monde puisse repartir en ayant vu un bon match, quel que soit le résultat. On précise, vous disiez 8000 spectateurs, il sera à guichet fermé du coup, le stade vendredi. En tout cas, ça a été annoncé par le FCR dans ce Voilà, sens-là. exactement. Voilà. Moi aussi, je reprenais effectivement les L'information éléments de FC Rouen. communication. Vous parliez de la situation sportive. C'est vrai que vous êtes à égalité de points avec le FC Rouen. Donc vous avez joué 12 journées, le championnat national contre un exempt. Donc forcément, il y a un petit décalage. Comment vous le jugez ce début de saison? Aujourd'hui, vous avez 15 points, 4 victoires, 3 nuls, 5 défaites. Mais la dynamique récente, j'ai envie de dire, est plutôt positive. En championnat, c'est 4 matchs sans défaite. Il y a eu la qualification en Coupe de France. Vous êtes en 32e de finale, mais il y a eu surtout cette victoire au 7e tour sur le terrain du Paris FC, qui est quand même ni plus ni moins que le leader de Ligue 2, et qui n'avait pas fait spécialement tourner son effectif, hormis les internationaux qui n'étaient pas là. Absolument. Et où on n'avait jamais gagné. Et voilà, donc voilà. On a envie de dire que la dynamique récente depuis un mois et demi, depuis mi-octobre, elle semble positive. Comment vous le jugez justement ce début de saison? Bah, vous savez, c'est assez simple. Alors,
Je vais prendre l'exemple de Concarneau qui descend comme nous. Et la dynamique, elle s'enclenche tout de suite ou elle met du temps. Concarneau a enclenché tout de suite et fait un bon début de saison et est dans le haut de tableau. Nous, on a vu une intersaison qui s'est un peu étirée en termes de recrutement. On a été un petit peu gêné aux entournures par les départs tardifs de 3 joueurs, ce qui a fait que, parce que vous vous rappelez que Camara et Kadiou signent dans Le les dernier dernières jour. Et heures Samuel Lorick aussi, hein, je crois qu'il du est parti en Allemagne mercado, et aussi. puis Samuel Lory qui signe la semaine d'avant en Allemagne. Donc on a 3 postes à recouvrir sur septembre. Et le temps qu'on trouve des accords, qu'on trouve les bons joueurs, qu'on finalise notre recrutement, on est à fin septembre. Et donc, quand vous citez qu'on va mieux depuis le mois d'octobre, ben, c'est l'apport de ces 3 joueurs-là hein, qu'on retrouve Dans régulièrement l'équipe type dans de David dans Carré, ouais. l'équipe type, qui, le temps que ça se mette en route, qui a permis de se remettre dans le bon mouvement. Si vous prenez les 6 derniers matchs de championnat, le classement, on est troisième ex aequo avec Dijon et puis Concarneau, je crois, ou Orléans. Donc on est dans une bonne dynamique. Il nous reste 2 matchs à jouer. Rouen n'en a plus qu'un puisqu'il sera exempt sur le dernier match de cette première phase. On est sur des clean sheets réguliers, à part le but qu'on a pris en Coupe de En France Coupe de France, au Paris au Paris FC. FC. Donc on sent que depuis, je ne sais plus dans quel ordre on a joué, mais depuis les matchs de Paris 13 et Aubagne, Mm. on est sur une meilleure dynamique et sans cette glissade malheureuse sur le match d'Orléans, on pouvait faire une belle perf en battant Orléans alors qu'on n'a fait que match nul, et puis deux, ça nous aurait donné 2 points supplémentaires. J'ose espérer que ça se corrigera sur les matchs retour Sur les et matchs que retour. cette glissade-là, on en bénéficiera sur les matchs retour. Donc oui, on est dans une bonne dynamique, dans une belle dynamique. Je pense que David Carré avait aussi, lui, il sortait de X saisons entre Metz Et et Auxerre. surtout Auxerre, sortir lui aussi de ses habitudes, de son cocon, de son rôle de numéro 2. Je pense que lui aussi, il fallait qu'il prenne un peu toute la mesure d'un club en plus qui vient de descendre et puis d'une organisation à mettre en place. Donc voilà, je pense que notre objectif était d'être dans les 6 premiers à la fin de la saison. Je n'ai pas envie de corriger l'objectif, mais je pense qu'on est nettement en capacité au moins d'être dans la première partie de tableau, donc de faire partie du top 8. Après, l'ambition, elle viendra au fur et à mesure. Comment on va terminer ces matchs allés, bah, on va le voir. Alors vous parlez, donc l'ambition c'est de finir éventuellement dans la première partie de tableau. Le top 6, à moyen terme, on imagine que c'est de remonter en Ligue 2. Vous avez passé les 3 saisons d'avant en Ligue 2, hein, c'est votre record, avec une 11e place au milieu, qui est le meilleur classement de l'histoire de QRM. Maintenant, il y a des choses qui ont changé, notamment la Ligue 1 à 18, la Ligue 2 à 18, il y a moins de place. Est-ce que vous pensez que c'est envisageable de stabiliser vraiment sur le long terme un club comme QRM en Ligue 2? Vous l'avez fait 3 saisons. Alors, si vous prenez ces 2 critères-là, je vous dis oui, c'est faisable. La donne n'est pas la même que lors de notre montée de mai 2017 ou la montée de 2022, de 2021. Mais moi, c'est pas ce qui m'inquiète le plus. Ce qui m'inquiète le plus, c'est le marasme dans lequel est le football français aujourd'hui. Voilà, comment les cartes se redistribuent complètement. Comment on constitue une équipe aujourd'hui quand on est en Ligue 2, on ne la constitue pas avec les mêmes moyens qu'on avait. Du tout, c'est pas du tout la même chose. Donc oui, je pense qu'on est en capacité de remonter en Ligue 2. Il faut être costaud, il faut être fort, faut avoir la notion de groupe, d'équipe qui soit au top. Et je dirais qu'à chaque fois qu'on est monté, ou si je prends 3 grandes dates dans ma carrière de président, 3 grands moments, quand on a fait nos parcours exceptionnels en Coupe de France 2010, 2011, 2012, on a un noyau autour de Régis Broix, on a travaillé pendant 4 ans, on a construit un truc exceptionnel. Et on a tout réussi. Demi-finale, finale, avec une montée en nationale entre deux.
Quand on a créé QRM 2015, quand on se lance dans le championnat, rapidement, il y a eu une osmose qui s'est mise en place. Il y a eu ce bon parcours sur la première année avec une montée. Derrière, on enclenche sur une dynamique avec des ambianceurs dans l'équipe, avec un noyau et un état d'esprit irréprochable, et on fait la Ligue 2. Après, on découvrait et tout, voilà, on n'avait pas l'équipe forcément pour se maintenir, plus tous les travaux qu'il y avait eu dans le stade, 6 matchs à l'extérieur au Mans. Voilà. Et après, on a ce troisième moment où eh bien, on sort du Covid, tout le monde a envie de s'y remettre, Bruno LS arrive, on arrive à nouveau à créer un noyau de joueurs, à la fois des jeunes et des moins jeunes, des garçons qui avaient du vécu en national, de la grinta, et on réécrit une troisième fois l'histoire. Donc c'est ce que j'ai dit aux joueurs, c'est ce qu'on a dit au coach ou au staff en début de saison, on ne réussira que s'il y a un état d'esprit irréprochable. J'ai vu dans la presse cette semaine où différentes personnes qui ont fait les parcours en Coupe de France ont été interrogées, et je crois que c'est Greg Bogrard, qui était le capitaine à l'époque, qui dit « On n'avait pas la meilleure équipe sur le terrain individuellement, mais on était les plus costauds ensemble. » Et c'est ça qu'on est en train de recréer, c'est ça qui nous donne de l'espoir, c'est ce qu'on voit et qu'on vérifie depuis 5 matchs ou 6 matchs sur le championnat national, et j'espère qu'on va retrouver ça sur les 3 matchs qui nous attendent là, le match de Rouen, le match de Concarneau la semaine d'après qu'on jouera ici, et puis il y a un petit rendez-vous quand même que je ne prends pas à la légère et que les joueurs ni le staff ne prendront à la légère, avec la Coupe de France. Ouais, 32e de finale, juste avant Noël. Vous irez vous déplacer chez une formation de N3, Saint-Philbert. Vous rêvez d'une nouvelle épopée en Coupe de France? Non, je rêve pas d'une nouvelle épopée parce qu'on a écrit tellement de belles choses, mais je rêve, j'ai envie que Villiers réécrive voilà, Une nouvelle page de son une histoire? nouvelle page de son histoire en termes en Coupe de France avec QRM. On l'a fait déjà une fois où on s'est arrêté en huitième de finale. On avait été battu ici par Guingamp, mais j'ai envie que voilà, il y a les ingrédients, il y a des petites choses qu'on sent, quoi, du mal dans les premiers tours sur les équipes qui sont dessous nous. On n'a pas fait un seul match contre les équipes de R1 ou R2 facile, aucun des 3 matchs qu'on a joués. Par contre, au milieu, vous l'avez cité, on va jouer au Paris FC, et là, on est au niveau, on est dans la peau du petit, et on avance. Donc je crains plus le match contre une N3 que contre une équipe de Ligue 2. Mais il faut que les garçons et le staff nous fassent passer un bon Noël, donc on attend un beau cadeau. D'accord. Je reviens sur ce que vous disiez tout à l'heure, sur la question de la constitution d'un groupe, l'osmose. La difficulté que vous pouvez rencontrer à QRM, c'est quand vous avez un bon coach, des bons joueurs, j'ai même envie de dire des bons dirigeants, ça passe pas inaperçu et forcément ils sont sollicités et régulièrement vous les perdez. Alors, on va citer bien sûr Bruno Herles qui vous a quitté en milieu de saison pour aller à Troyes. Vous avez notamment des joueurs qui sont sollicités. Récemment, c'est votre directeur général, Arnaud Saint-André, qui a été recruté par Bordeaux. Alors des fois, vous pouvez vous montrer ferme. Je sais que sur certains joueurs, vous avez un peu des fois fermé la porte. On peut citer Balthazar Pierret. Malheureusement, j'ai envie de dire, ça n'a pas trop réussi parce que la deuxième saison, c'était plus le même Balthazar Pierret que la première. C'est quand même une équation compliquée à résoudre. On a l'impression que quasiment tous les ans, que la saison soit bonne sportivement ou mauvaise, il faut quasiment repartir, pas de zéro, mais pas loin. Est-ce que ça, c'est une équation quand même compliquée à résoudre pour ce club-là? Oui, c'est une équation pas que pour ce club-là, c'est une Non, équation pour plein de clubs qui n'ont pas des moyens significatifs et qui sont condamnés à céder, à vendre ou à voir des joueurs partir. Mais maintenant, moi, j'y vois, vous savez, j'ai vécu ça pendant plus de 15 ans à Quevilly sur la qualité du projet qu'on avait à Quevilly avec la formation sur les jeunes et tout. Et tous les ans, nos meilleurs 17 ans, pas forcément sur les 18-19 ans parce que c'est presque trop tard, oui, mais des 15 ans aux 17 ans, tous les ans, on avait entre 5 et 10 gamins qui partaient dans les clubs pro. Moi, j'y vois un compliment dans la question que vous me posez, c'est la qualité de ce que l'on propose en termes de projet.
Parce que oui, on voit un Bruno Irles qui part, mais on a su attirer un Bruno Irles avec notre projet. Alors qu'il a fait Monaco, il avait fait d'autres clubs, il venait de faire Montepó. Voilà, et c'est vrai pour d'autres entraîneurs. J'ai pas cité Olivier Chouafny, qui est l'entraîneur de la 11e place. Voilà, on a su attirer des bons entraîneurs, on a su attirer des bons cadres. Vous parlez d'Arnaud Saint-André, on l'a attiré, il était passé par le Paris FC, il était passé par Caen, et le projet QRM l'a intéressé. Mais je peux citer mon juriste qui est parti, qui a été attiré dans un autre club, je peux citer le garçon qui faisait partie du staff et qui est parti à Guingamp. Oui, on a croisé récemment d'ailleurs sur un match de Coupe de France. Voilà, mais je le dis, à chaque fois ça nous touche de voir nos meilleurs éléments partir, mais tous ont un bon souvenir du club, et nous ça nous fait plaisir aussi de les voir gravir des échelons. Après, on n'a pas envie d'en perdre trop tous les ans. Ouais, parce que la difficulté, c'est qu'il faut les remplacer. Mais oui, mais la difficulté, c'est de les remplacer. Mais l'évolution du foot telle qu'elle a eu aujourd'hui fait qu'il y a plus d'opportunités de trouver des bons jeunes, parce que 18 clubs en Ligue 2, ça a fait des jeunes qui sont descendus de la Ligue 1 sur des projets Ligue 2, parce qu'il n'y a plus assez de place pour eux en Ligue 2, et identique. Sur la Ligue 2, il y a des jeunes qui ont plus leur place en Ligue 2 parce que ça se tasse par le haut en fait, et ça amène à ce que l'on puisse attirer de très bons joueurs. Voilà, on a attiré des jeunes très bons chez nous, on a attiré des garçons qui avaient l'habitude du national, qui sont venus dans notre projet. On sait qu'on sera obligé de remettre ça, parce qu'il manque dans notre pyramide, il manque le centre de formation. Des clubs qui sont habitués à la Ligue 2, quand ils ont les départs de 2, 3, 4 joueurs à l'intersaison, souvent ils ont déjà des jeunes pousses qu'ils ont préparés et qui, sur 4 joueurs, il y en a un ou deux qui prennent la place. Donc tout ça se corrige après avec le recrutement. Non, c'est un vrai élément de satisfaction. Après, sur le moment, ouais, c'est pas toujours facile. C'est pas toujours facile. Voilà. Vous faites référence au centre de formation. C'était l'un de vos projets dans les cartons. Il n'y a pas si longtemps que ça. Il y avait aussi l'idée d'un centre d'entraînement. On reviendra peut-être un peu plus tard sur les infrastructures. Aujourd'hui, on en est où de ces projets-là? Est-ce qu'ils sont mis entre guillemets, entre parenthèses, compte tenu de la relégation sportive? Est-ce que vous travaillez toujours dessus? Comment ça se passe? On travaille toujours dessus. On est dans le calendrier de la métropole. La dernière réunion a eu lieu au mois de septembre. Rendez-vous est pris en début d'année. C'est la métropole qui mène le calendrier de ça. On a l'accord des élus pour soutenir le projet. Il était bien entendu que quand, avec un projet sportif Ligue 2, on était sur l'idée d'un centre d'entraînement plus la mise en œuvre de centres de formation destinés à 2 équipes garçons et à l'équipe féminine. Aujourd'hui, on avait précisé que si on redescendait la partie centre de formation, le projet se ferait, pour nous, serait porté en 2 temps, parce qu'on ne peut pas porter un projet centre de formation si derrière on est en national. Ouais. Donc c'est d'abord le centre d'entraînement, puis le centre de formation, donc, si c'est porté en national. Voilà, donc l'esprit. Alors maintenant, moi, je ne suis pas maître du calendrier. 2, il y a tout ce qui se passe dans le monde du football. Et quand il y a en 2017, les dotations pour un club de Ligue 2 étaient supérieures à 4 millions d'euros. Aujourd'hui, elles sont inférieures à 2 millions d'euros. Donc l'accompagnement, l'aide et la partie financière n'est plus du tout la même. Et puis, il ne vous a pas échappé aujourd'hui qu'il y a un climat politique pas simple. Et là, c'est pas simple au niveau national, mais ce sont les répercussions au niveau régional ou local. Voilà, j'avais encore un rendez-vous avec une mairie ce matin où on parle de baisse des dotations de l'État vers les mairies. J'ai pas rencontré la région, mais est-ce qu'on va entendre parler des baisses? J'en doute pas. J'ai rencontré le président de la métropole qui nous a parlé de baisse d'aide de l'État. Donc comment tout ça va se redessiner? J'ai entendu David Lamiré hier soir dans l'émission On parle au sport
qui parlait de l'étude sur Diochon pour agrandir un peu la jauge de Diochon et en même temps mener une étude sur un projet d'un stade plus grand. Moi, je me pose beaucoup de questions sur le devenir du foot français et sur le devenir des moyens des entités locales à pouvoir accompagner les projets sportifs, parce qu'à un moment donné, le sportif ne peut pas faire tout seul non plus, quoi. S'il n'y a pas l'outil, on ne peut pas avancer. S'il n'y a pas l'accompagnement pour lancer le projet, on ne peut pas faire. Voilà, donc il y a un ensemble de planètes qu'il faut qu'ils s'alignent pour que tout ça prenne bien la mesure. Je reviens sur la question du centre d'entraînement. Est-ce qu'aujourd'hui, vous avez un lieu qui est déterminé et un calendrier qui vous permet de dire, par exemple, je donne une date au hasard, mais en 2027, on aura un centre d'entraînement, ou aujourd'hui, vous êtes très loin de ça? Le lieu est déterminé, Ouais, le calendrier était déterminé, 26-27, hein, d'accord. c'était Livraison le, 2026-2027, du coup. voilà, c'était le calendrier que l'on a. Maintenant, moi, je n'ai pas de boule de verre. Je pense qu'il y aura un rendez-vous important au mois c'est la deuxième quinzaine de janvier ou la D'accord. première quinzaine de février où on a un rendez-vous. Donc avant fin février, on en saura beaucoup plus là-dessus. Mais le projet est emporté dans la partie décisionnelle et accompagnement financier est porté par la métropole. Nous, on sera maître d'œuvre si on nous donne les moyens de le faire. D'accord, ok. Est-ce que vous pouvez communiquer le lieu où ça se... Non. Pas encore. Non, C'est ce sera secret. la métropole. Ça sera le cadeau de début d'année, du coup. Ce sera le cadeau, Ça mais sera les étrennes. on a un foncier important qui est de 9 plus 2, c'est-à-dire 11 hectares au total, donc ça permet de mener, Pour un centre d'entraînement ça permet de mener un centre d'entraînement, un centre de formation. et dans un deuxième temps, un centre de formation si vous remontez en Ligue 2, du coup. Exactement. On va revenir au premier sujet qui nous a réunis, c'est-à-dire ce match contre le voisin du FC Rouen. On sait que vous avez pendant longtemps défendu l'idée d'un club unique. C'est même un peu, je pense, l'un des points de base du concept de QRM au départ. Aujourd'hui, est-ce que vous y croyez toujours? De l'extérieur, on a l'impression que ça se fera pas. Je sais que cet été, ça a failli se faire. Ça a été peut-être même à deux doigts. Est-ce qu'aujourd'hui, vous y croyez encore ou vous vous dites, entre guillemets, je passe à autre chose? Non, là aussi, je peux pas prédire la suite. D'abord, quand on veut faire des choses, il faut être à deux. Vous avez raison de signaler que quand on a démarré ça en 2015, on a démarré à deux. Quand je dis à deux, on était quatre, hein, deux dirigeants de Rouen, deux dirigeants du FCR. de QRM. Et il y a un dirigeant du QRM, en l'occurrence, qui était le président de l'époque, Fabrice Tardy, qui, à peine un an après, a tourné dos au projet et qui a fait capoter cette idée d'un club unique. Alors on a peut-être commis des erreurs, hein, on peut remettre en cause sur le nom, je ne pense pas sur les couleurs parce qu'on avait mis un maillot rouge, mais bon, chacun a appris de ses erreurs. Je pense que là aussi, vous citez que ça a failli se faire à l'intersaison parce que voilà, des deux côtés, on s'est beaucoup parlé dans cette période C'était avant le rachat du club du FC Rouen par les dirigeants actuels. Voilà, avec les dirigeants actuels. Et on était effectivement à deux doigts de pouvoir faire un club unique, ce qui était pour moi l'essence même, et c'est ce qu'on a porté depuis le premier jour. Donc je ne vais pas vous dire que je ne suis plus pour ça. J'ai dit qu'il faudra un jour qu'il n'y ait qu'un seul club à Rouen. Donc ça se fera comment, j'en sais rien. Et là, je suis incapable de vous donner un calendrier. Un calendrier. Voilà, nous, on porte un projet où on voulait rassembler un plus grand nombre d'entreprises en local, ce qu'on a su plutôt bien faire depuis un certain moment. Et là, si ça s'était fait, ça se faisait aussi avec l'accompagnement de quelques investisseurs en local. Là, le projet de Rouen, c'est plutôt des investisseurs à l'étranger. J'entends le président de Rouen parler d'aller chercher des investisseurs États-Unis, dans le Golfe, en Turquie. En Turquie. Donc on n'est pas sur le même projet. Donc quand on veut faire quelque chose, il faut déjà qu'on soit avec la même vision. Ouais. Est-ce que vous avez eu l'occasion d'échanger justement avec vos homologues du FC Rouen, que ce soit M. Tarkenser qui est le propriétaire ou M. Ivan Postel qui est le président?
Je n'ai jamais rencontré le propriétaire et j'ai eu l'occasion de participer à une réunion à Paris où assistait Ivan Postel et je l'ai eu au téléphone il y a quelques jours où on a abordé les aspects de préparation du match, D'organisation pour le match de mais on vendredi. n'a pas échangé, on n'a jamais Oui, sur votre échangé vision du football, des clubs. sur notre Voilà. vision du football. Ça Ouais. sera peut-être un jour. Bien sûr. Ivan Postel, il a la particularité on va dire de dire ce qu'il pense ou par moment, il n'a pas été tendre avec QRM. Comment vous, comment vous réagissez quand vous lisez ces déclarations? Euh, Écoutez, ça n'engage que lui. Moi, j'ai pas l'habitude de prendre la parole pour faire du buzz pour du buzz. Je pense qu'on a cette image de club très sérieux, de dirigeants en place depuis très longtemps, respectueux des engagements qu'ils prennent avec les collectivités ou avec la DNCG, par exemple. les partenaires. Vous faites bien de parler de la DNCG. Vous voyez, il y a un nombre de clubs qui vont passer en DNCG avant Noël. Voilà, nous, on n'est pas convoqués là, on sera convoqués qu'à l'étape d'après parce Vous que. n'êtes pas convoqué à l'étape. Mais non, mais c'est pas la première Ah, année. d'accord, ok. C'est pas la première Moi, je pensais année. que tous les clubs y passaient. Oui, mais Les bons élèves, du coup, ils ont le droit de sauter une classe, du coup, si je comprends bien. Bah, écoutez, c'est pas la première fois qu'on D'accord. saute Non, une mais classe. c'est. J'espère que ça engagera pas la DNCG. Mon propos engage, mais on a cet avantage d'avoir toujours tenu très précisément les engagements que l'on a pu avoir avec les organes, que ce soit la DNCG fédérale ou que ce soit la DNCG pro. On n'a jamais fait l'objet d'une seule ligne. Voilà, on a toujours passé à nos audiences et on a toujours eu dans les 24 heures notre réponse comme quoi on pouvait continuer. Pour revenir à ce qui fait aussi notre différence, on est aussi dans nos engagements porteurs depuis plus de 25 ans de valeurs que l'on a mis en place quand on était à QRM sur la formation dont je parlais tout à l'heure avec les jeunes. On est porteur de valeurs ici, on engage nos joueurs pros et tout à porter ces valeurs-là en dehors de l'aspect. Si je prends deux exemples, on a mené avec notre fonds de dotation une soirée de sensibilisation aux missions qu'on se donne et aux valeurs qu'on a envie de développer. On porte un projet pour 2025 pour développer les valeurs autour du sport handicap et on va consacrer dans le fonds de dotation 50% des moyens que vont nous donner les mécènes pour soutenir le sport handicap. Et je dis bien le sport, c'est du foot mais pas que. D'accord. Et QRM mais pas que. C'est-à-dire qu'on va au-delà de l'environnement, c'est pas un fonds de dotation qui se regarde le nombril et qui fait juste... voilà, donc on mène plein d'actions. Hier, on en menait une où on est allé sur une invitation dans un EHPAD avec des jeunes handicapés, avec les anciens de l'EHPAD, avec les salariés de l'EHPAD, des jeunes, 4 jeunes de l'association, un joueur de l'effectif pro, sur une réunion qui avait comme thème une réunion transgénérationnelle. Et voilà, et ben moi je peux vous dire, ça c'est que du bonheur, quoi. Et ce que j'ai vécu hier, ça me donne les frissons, parce que quand je vois un gamin handicapé qui connaît les joueurs de l'équipe, qui connaît nos adversaires, qui connaît nos résultats, quand on connaît la difficulté que ces jeunes-là ont, ben, ça encourage tous nos gamins ou nos éducateurs dans cette mission qu'on se donne. Bon, là, vous parlez plus généralement du club, on va dire, qui dépasse le cadre de l'équipe première. Vous avez aussi des équipes de jeunes au niveau national régulièrement. Cette saison, les U17 et le U19 sont au niveau national. Vous avez aussi une équipe féminine qui a été promue en D3, qui lutte pour son maintien actuellement. Vous vous disputez un petit peu avec le SM Caen la place de numéro 2 sur le foot féminin derrière le HAC. Sur la région, oui. Voilà, sur la région Normandie. Il y aura d'ailleurs l'autre derby ce week-end aussi entre les deux équipes féminines. C'est vrai que QRM, c'est un club, hein, c'est pas seulement une équipe première. On en parle peu de tout ça. Alors peut-être que ce sont nous les principaux responsables en tant que médias. Est-ce que vous le déplorez? Est-ce que vous souhaiteriez que ça communique plus? Peut-être même que le club, d'ailleurs, peut-être mettre plus en avant toutes ces actions, enfin, le club dans son ensemble, on va dire.
Alors, peut-être qu'on n'en fait pas assez. On a pourtant 2 personnes à la communication, une qui est plus sur l'association, une qui est plus sur la SAS. Peut-être qu'on ne fait pas assez le job vers vous, les Ou médias, peut-être que c'est nous qui ne faisons mais, pas assez le job vers vous, mais ça voilà, peut se c'est ce que retourner. j'allais dire aussi, parce qu'on a quand même quelquefois, et sans citer de nom, quelquefois eu des tentatives pour dire il se passe ça, il se passe ça, il se passe ça, mais on a De retour. très peu de retours positifs pour que on ait 1 minute ou 2 minutes dans une émission de radio ou une demi-page pour parler du foot féminin qui, là aussi, j'ai l'impression, était monté comme ça, puis au niveau national, Petite période de stagnation, du coup. une période de stagnation, voire de régression, quand je vois le nombre de spectateurs pour un match, Ouais. même amical, Le France-Espagne qui a lieu à Nice cette qui a semaine. eu à Nice avec 8000 personnes, je trouve dommage. On avait accueilli ici, à l'époque, l'équipe de France féminine avec le Brésil, parce qu'à l'époque, on se disait qu'il ne faut pas des stades trop grands pour Oui, que l'enceinte. parce que l'enceinte de Nice, Voilà. c'est Donc 40 000 oui, places, je peut-être crois. qu'on communique pas assez. Pourtant, on est très présent sur les réseaux sociaux. On a été très longtemps parmi les meilleurs dans le top 10 du foot pro sur TikTok. Peut-être qu'on n'y est plus assez présent. Peut-être qu'on a du travail à faire là-dessus. Mais si vous regardez, hein, vous le voyez bien à l'échelle du niveau national, vous avez un flash, on vous donne même pas les résultats des derniers de la Ligue 1, on vous donne que les premiers, sauf s'ils jouent contre le Paris Saint-Germain Exactement, ou ouais. Marseille. Quand on parle de la Ligue 2, c'est un peu pareil, et on parle même plus du national, alors qu'avant, on donnait un peu de résultats au niveau du national, mais il n'y a pas d'audience pour le national, donc c'est l'évolution des médias, c'est la recherche permanente pour les médias de faire du buzz, et on s'attarde plus aujourd'hui, quand je vois l'équipe, à consacrer un quart de page ou une demi-page sur le procès de Pogba, plutôt que de parler de choses positives, de foot ou d'autres sports qui sont même pas mis en avant. Il y a peut-être une remise en cause au niveau des médias, un peu sur le rôle social des médias là-dessus, quoi. Je reviens un petit peu sur votre club, du coup, sur QRM. Si vous replongez un petit peu dans le passé, donc c'est depuis 2015, hein, l'appellation Absolument. QRM, vous avez pris pas mal de coups quand même à titre personnel depuis cette période-là. Oui. Est-ce que vous vous dites des fois, oh, j'aurais mieux fait de rester chez moi et puis de ne pas m'embarquer dans cette aventure-là ou de rester tranquillement avec ce que j'avais avant? Est-ce que vous avez une sorte de regret par rapport à ça? Non, il ne faut pas avoir de regrets. Donc, si j'ai un regret, je trouve que c'est les attaques personnelles sont un peu. Parce que vous avez pris, on va dire, vous avez pris cher pour Oui, parler. à une certaine période, j'ai pris cher. C'est moins le cas aujourd'hui, À mais titre personnel, je trouvais ça, et je le trouve toujours profondément injuste, parce que ce soit moi ou les gens qui m'accompagnent, on a toujours eu un engagement fort, porté par des valeurs, porté par une ambition, et je regrette ce rendez-vous manqué en 2015 ou ce rendez-vous manqué l'année dernière, parce qu'on a fait beaucoup pour le développement du football. Il faut quand même juste se rappeler qu'à l'époque où on met le projet avec Fabrice Tardy en place et Philippe Blo du FC1, quand on met ce projet en place là, on le met parce qu'il n'y a plus de football à Rouen. hmm. Rouen est en R1, on Et essaye vous de êtes se dire, en CFA, si je ne me on trompe est en pas, hein, l'USQ. CFA, on sort de 2 ans avant de nos parcours et de la finale de Coupe de France, et on a pensé qu'on pouvait créer un élan. Donc on n'a pas forcément été suivi par une partie des supporters, ce que je peux comprendre avec le recul, je le dis sans arrière-pensée, mais je trouve malgré tout qu'aujourd'hui, s'il y a ce stade, avec les équipements dans ce stade aujourd'hui, c'est parce qu'il y a eu le projet QRM, c'est parce qu'on a été à l'initiative, c'est parce qu'on a tenu le coup qu'il y a eu la deuxième tranche de travaux qui a été engagée, parce qu'on est monté en Ligue 2, on est redescendu, on est remonté, et qu'aujourd'hui, s'il y a 3 clubs qui peuvent évoluer dans le stade Robert Diochon, c'est parce qu'il y a eu le projet QRM, et c'est parce que QRM a fait évoluer en allant jusqu'à la Ligue 2 et les 3 années qu'on est là. S'il y a tous ces travaux-là qui ont été faits, sinon ça se serait arrêté à une seule tranche. Hmm. Si QRM plonge au bout de tout, ben, il y aurait eu les travaux de 2016-2017, enfin 2018 quand on est monté, et les autres travaux, ça se serait arrêté, parce qu'à l'époque, le FC Rouen est en CFA2. Voilà. Maintenant, je ne demande pas de la reconnaissance, mais simplement
du respect par rapport au travail que l'on a fait. Et une fois de plus, je le dis, même tous ces gens-là qui qui me sont largement tombés dessus, quand on a discuté par personne interposée sur la deuxième partie de saison l'année dernière, ont reconnu le travail que l'on a fait. Et il s'est fallu très peu, peut-être un peu plus d'engagement politique, pour être Mm. clair, hein, derrière nous, à ce moment-là, pour mettre tout le monde autour de la table et puis de se dire, allez, on y va. QRM, vous mettez de l'eau dans votre vin et vous faites un peu voilà ce qu'on a fait, hein, la couleur du maillot, voilà, on a évolué, le numéro d'affiliation, on a largement évolué là-dessus pour faire que les choses se fassent. Malheureusement, c'est pas fait. Est-ce que l'avenir du football à Rouen, avec un ou deux clubs, ça passe forcément par un nouveau stade? Vous citiez Moi, je David suis pas, Lamiret faisait enfin, référence je, là je, chez nos confrères de Paris-Normandie. je suis pas sûr qu'il y ait besoin d'un autre stade à Rouen pour que le foot vive à Rouen. Je prendrai qu'un seul exemple, hein. Brest est en train de refaire un stade de 15 000 personnes, Mm. alors que Brest a une histoire récente importante. Là, j'entends parler d'un stade de 25 000 places ou de 20 000 places réclamé par les supporters. Je pense que faire aujourd'hui construire des stades de 12 à 15 000 places, ça Ouais, nourrit largement un projet de Ligue 2. d'accord, ok. Ça correspondrait du coup au potentiel, on va dire, footballistique de la ville aujourd'hui. Moi, je le pense. Après, s'il y a un projet beaucoup plus important, il sera toujours temps de faire un Donc stade vous de êtes plus 25 pour un 000. nouveau stade ou pour du coup peut-être agrandir Diochon? Tout dépend des possibilités. Moi, je suis pour un stade de 12 000 à 15 000 places. Est-ce qu'à Diochon, demain, on est capable de faire un stade de 12 000 places assises? Si oui, il faut rester à Diochon. D'accord, ok. Un petit mot sur le match de vendredi. Vous allez forcément croiser une vieille connaissance sur le banc d'en face avec Régis Brouard, puisque c'était l'entraîneur. On a souvent cité les épopées en Coupe de France, demi-finale 2010, finale 2012. C'était lui qui était en poste, hein. Il s'est révélé en tant qu'entraîneur d'ailleurs à ce moment-là. Depuis, il a fait son chemin. Vous aussi avec le club. Euh, Comment vous avez. Je crois qu'il vous a appelé Ouais, avant d'être nommé. je pense qu'effectivement, si j'ai pas été la première personne, j'ai sûrement été une Dans les premières en tout cas. des toutes premières personnes informées. Vous savez, je vais pas retrouver Régis vendredi. Non. Régis, on s'est parlé au téléphone, on s'est déjà croisé deux, trois fois. Je l'ai encore vu lundi matin. On se taquine. Voilà, c'est un peu ce que j'ai dit dans la presse. La relation Régis Boire-Michel Mallet, elle a été distendue à un moment donné. On s'est retrouvés 10 ans après. Et je pense qu'il y a un lien profond qui nous lie et un profond respect pour ce qu'il a fait, ce qu'il a apporté à QRM. Je pense qu'on a été un bon terreau Hmm. avec nos valeurs pour accueillir Régis Boire et lui permettre de ce qu'il a fait. Mais il a fait 90% du boulot, nous on n'en a fait que 10%. Puis peut-être que quand je dis ça, il trouve que 10% c'est trop pour. On lui posera la question, on lui posera la question vendredi. Vous, à titre personnel, vous vous projetez encore sur le long terme à la tête de ce club-là. Ça fait quand même de nombreuses années que vous occupez la présidence, la direction. Est-ce qu'aujourd'hui, vous envisagez encore sur le temps long? Sur le temps long, certainement pas, parce faut parler faut parler en termes de projet. Moi, je regarde plutôt ça en termes là, il faut parler sur du moyen terme. Et puis quand je dis ça, c'est pas par désintérêt, c'est pas par fatigue, c'est simplement à un moment donné, il ne faut pas faire les années de trop. Donc, faire encore quelques années, sans aucun doute, je D'accord. traînerai encore mon corps ici, mais j'ai passé 70 ans, donc à un moment donné, je ne veux pas dire que je suis atteint par la limite d'âge, parce que c'est la motivation et la passion qui est la première partie, la première chose et la plus importante. Mais c'est le développement de ce qui se passe en football à Rouen qui fera que. Est-ce que vous cherchez, entre guillemets, un successeur, que ce soit à la présidence ou à l'actionnariat? Vous avez répété deux, trois fois que la situation du football français n'est pas facile. On imagine que de trouver des partenaires économiques, ça ne l'est pas non plus. Donc ça ne doit pas l'être non plus si vous le Non, mais faites. on a de l'écoute. Après, les 3 ans qui viennent, on est encore là, je suis encore là. Ouais, donc il y a quand même Et, une perspective de moyen terme quand même. il y a quand même, oui, parce que c'est pas dire ça y est, j'ai trouvé quelqu'un et puis je m'en vais du jour au lendemain. Ouais, Moi, j'ai plus envie demain s'il y a quelqu'un qui a envie de prendre le relais,
d'être dans l'accompagnement, de garder un pied. Et puis comme je le dis toujours avec une petite note d'humour, qu'il y ait des gens qui prennent tout. Et puis moi, si je suis encore dans l'environnement proche et puis que je garde un œil sur la caisse, ça me va bien. Ouais, passer le témoin petit à petit, quoi, avec toujours un œil sur les finances. Dernière question, moi je me demandais, est-ce que vous n'auriez pas envie de faire de QRM un club un petit peu différent? Alors je vous explique un petit peu ma logique. C'est vrai que quand c'est QRM, il y a moins de monde au stade que le FCR. Est-ce que par exemple, vous n'auriez pas envie d'imiter le Paris FC, d'opter pour la gratuité du stade? Est-ce qu'en termes de communication, on parlait tout à l'heure de ça, est-ce que vous n'auriez pas envie de dire, tiens, par exemple, nous, on va faire un partenariat avec un média, peu importe lequel, et on va montrer tout ce que les autres ne montrent pas. Essayer justement de faire parler de vous de manière, je pense, positive, en faisant des initiatives que, tiens, par exemple, les autres, ils ne font pas, pourquoi nous, on ne le ferait pas? Oui, complètement, parce qu'on est un club différent aujourd'hui. Quand on voit le travail que l'on fait, et c'est pas pour rien qu'en Ligue 2 l'année dernière, sur la partie RSE, on est deuxième ou troisième club sur le tout, c'est parce qu'on est un club différent. La gratuité, on y a pensé. Simplement, l'environnement local ne permet pas. D'accord. Voilà, parce que faire de la gratuité, ça n'enlève aucune responsabilité En tant que club en organisateur, tant que club organisateur. Donc ça, on a mis de côté. de côté. Maintenant, prendre des initiatives différentes, oui, je reviens, mais la création du fonds de dotation Léopard de Cœur, c'est une initiative différenciante. Il n'y a sûrement pas beaucoup de clubs en Ligue 2, voire en National, qui ont un fonds de dotation et qui se tournent à aider des associations qui sont sportives, mais qui ne sont pas dans le football, quoi. Je le répète, le fonds de dotation, c'est du foot, mais pas que. Hmm. Donc, on se tourne vers l'extérieur. Et c'est en cela qu'on veut être différent et continuer à être différent. Et dans ma troisième vie, je continuerai à tenir le drapeau du fonds de dotation, À faire ça. à faire ça. Un petit mot pour conclure, un petit pronostic pour vendredi soir? Là, si je suis sur la lancée, je suis sur là maintenant. J'oublie pas que Régis Brouard est arrivé, que comme l'a dit, pour ne reprendre qu'un propos d'un journaliste hier soir, Rouen gagne de nouveau sans la manière, mais il gagne. Il gagne, ouais. Voilà. Nous, on gagne de nouveau avec la manière. Donc, je ne vais pas faire un pronostic de Normand parce que j'ai forcément envie de voir QRM gagner. Et un match difficile, fermé, 1-0. Parfait. Bon, on verra ça vendredi, du coup. Merci beaucoup, Monsieur Mallet.